Retrouvez au grand soir, tous les jeudis sur Tropical FM, avec Cyril de Fopoussi, entre 17h30 et 19h30. Le plus grand rendez-vous régional du débat sur les actualités brûlantes. Le grand soir, votre émission de débat avec les acteurs majeurs de la scène politique, sociale et économique. La question de la semaine, le grand débat, la rétro. Retrouvez-nous tous les jeudis entre 17h30 et 19h30 sur Tropical Radio et Télévision. Tropical FM, au-delà, l'écoute. Auditeurs et téléspectateurs de Tropical Radio Vision, bonsoir et bienvenue au Grand Soir sur Tropical FM 88.4. Vous êtes à votre émission, c'est une émission spéciale ce jour une fois de plus, et à l'occasion de cette émission, nous accueillons un invité spécial qui a bien voulu nous accorder son temps pour cet entretien, pour cet échange sur l'actualité régionale et nationale. Lui, c'est tout simplement le docteur Aristide Monod. Avec lui, nous allons débattre des questions politiques, des questions qui font vivre l'actualité camerounaise. Et il faut rappeler que le docteur Aristide Monod est un analyste politique qui a bien marqué sa présence dans l'univers médiatique camerounais. En 2022 déjà, il a été choisi comme analyste politique préféré, invité des plateaux de télévision préférés par les Camerounais, et en 2023 il a été choisi comme analyste politique de l'année. Lui, donc, comme je le disais, le docteur Aristide Monod. Pour cette autre émission spéciale, docteur Aristide, bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous vos auditeurs, bonsoir à tout le personnel de ce média, Tropical FM. C'est avec beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir que je réponds à cette invitation après beaucoup de participation à distance via le téléphone ou via la rediffusion des chroniques. Aujourd'hui, je suis présent à Bafoussam, ça me fait chaud au cœur d'être là et de savoir qu'il y a des projets comme ça qui peuvent exister au niveau des régions, d'où notre appel incessant à la décentralisation ou au fédéralisme afin qu'on puisse donner la chance aux collectivités territoriales décentralisées de pouvoir créer des émulations au niveau local. Dans l'imaginaire collectif, on peut penser que des initiatives comme celle de Tropical FM ne peuvent exister que dans des capitales du pays, capitales économiques ou capitales politique. Aujourd'hui, nous sommes à Bafoussam, chef de la région de l'Ouest. Donc, on va dire comme c'est lui-ci. On dit bravo aux promoteurs, bravo à toute l'équipe qui bosse au quotidien pour la visibilité, informer, divertir et éduquer. 88.4, c'est donc la chaîne Tropical Radio Vision. Vous pouvez donc nous écouter également via les câbles distributeurs. Et le Grand Soir, c'est une émission de débat, une émission qui interroge l'actualité. Et c'était aussi une émission d'entretien spécial, comme cet entretien que nous aurons avec le docteur Aristide Monod durant ces 1h30 de débat. Docteur, pour cette émission, nous allons nous intéresser donc à deux thématiques. Deux thématiques vont meubler cette émission. On va s'intéresser premièrement à l'affaire du REDAC. L'affaire du REDAC, en fait, qui a fait l'actualité il y a quelques semaines, et on va également parler au cours de cette émission des élections présidentielles et de votre regard d'analyste politique. On va donc prendre une petite transition et revenir pour débattre, pour échanger véritablement sur ces deux thématiques-là. Retrouvez au grand soir, tous les jeudis sur Tropical FM, avec Cyril de Fopoussi, entre 17h30 et 19h30. Le plus grand rendez-vous régional du débat sur les actualités brûlantes. Le grand soir, votre émission de débat avec les acteurs majeurs de la scène politique, sociale et économique. La question de la semaine, le grand débat, la rétro. Retrouvez-nous tous les jeudis entre 17h30 et 19h30 sur Tropical Radio et Télévision. Tropical FM, au-delà. Retrouvez au grand soir, tous les jeudis sur Tropical FM, avec Cyril de Fopoussi, entre 17h30. Voilà, on va donc prendre cette première thématique, affaire REDAC, Maître Aliscom et les convocations judiciaires. Docteur Aristide Monod, vous qui êtes proche de cette organisation, on vous a vu partir à Douala pour certainement soutenir Maître Aliscom dans ses démêlés avec la justice. Vous qui êtes donc proche de cette organisation, dites-nous, que reproche-t-on exactement au REDAC? Officiellement, ce qui est reproché au REDAC, c'est le financement occulte de ses activités. Je crois que c'est la principale récrimination qui est balancée par le ministre de l'administration territoriale,
qui estime que le REDAC a reçu des montants assez importants qui n'ont pas été justifiés. Ça, c'est officiellement officiel. Oui. Mais officieusement, vous savez, on est dans un système crypto-autoritaire. Crypto-autoritaire, ça veut dire que c'est un autoritarisme masqué, crypté, comme on crypte souvent les chaînes. On essaye de badigeonner la déventure du système autoritaire par des petites couches de démocratie. Or, au fond, on a affaire à une tendance fondamentaliste très radicale qui est réfractaire à la démocratie, réfractaire au respect des droits de l'homme, réfractaire à la liberté d'expression. Et du coup, chaque fois que cette tendance se trouve en situation de menace par les libertés, par la démocratie, par le respect des droits de l'homme, immédiatement, elle fait émerger à nouveau ses réflexes autoritaires. Et c'est ce à quoi nous assistons dans le cadre du REDAC. Il faut situer le combat dans le contexte global et le contexte spécifique. Le contexte global, c'est celui que je venais juste de présenter. Le contexte spécifique, c'est le passage du Cameroun devant les Nations Unies, la commission en charge des droits de l'homme, où le Cameroun a été bien cuisiné sur des exactions contre ceux-là qui portent la démocratie, contre les citoyens, contre ceux-là qui portent la liberté d'expression, le cas de Martinez Zogo, le cas des lanceurs d'alerte, le cas même de la crise anglophone, le cas des prisonniers politiques. Donc ça fait que le Cameroun est sous le coup d'une menace importante de la communauté internationale qui estime que ceux qui dirigent le pays se déploient au quotidien à faire prévaloir l'autoritarisme en lieu et place de la démocratie. Alors face à ce passage, on a estimé qu'il faut trouver des boucs émissaires, il faut trouver des personnes à qui il fallait faire porter le manteau, et immédiatement c'est tombé que le REDAC aujourd'hui, qui représente la voix la plus importante de la dénonciation des exactions contre les droits de l'homme, on a estimé qu'il faut appuyer sur certains éléments qui peuvent être tenables et qui peuvent ne pas aussi être tenables. On est revenu sur la nature même du REDAC. Est-ce une ONG, est-ce une association? Et on a également parlé du financement opaque, illicite. Et ce qui est donc curieux, dans les différents motifs retenus contre le REDAC, ce motif principal n'est pas soutenu par des éléments empiriques, mesurables, observables. On a l'impression qu'on est dans des conjectures, on est tout simplement dans une situation incantationnelle pour trouver, ma foi, la petite bête et assommer le coup à une organisation qui ne fait pas les affaires de ceux qui veulent faire la promotion des exactions contre les populations, des exactions contre les porteurs des droits de l'homme. Le ministre de l'administration territoriale, avec votre permission, Cyril, il a dit qu'il y avait un rapport de la NIF. Un rapport de la NIF qui présentait certains financements occultes. Oui. Déjà au niveau de la démarche, il a fait faux. Parce que les rapports de la NIF ne sont pas agressés à un ministre, y compris le ministre de tutelle, qui est le ministre des Finances. Ils sont adressés à qui? Les rapports de la NIF sont agressés immédiatement au procureur général près de la cour d'appel compétente. Ça veut dire que si la NIF estime que vous, Cyril, vous êtes englué dans une affaire financière louche avec les Amba Boys, c'est le procureur près de la cour d'appel de Bafoussam à qui on va agresser et immédiatement il va engager les procédures. Donc la NIF n'envoie jamais son rapport. Donc pour faire simple, Atangadji n'a jamais eu le rapport de la NIF. Voilà, quand vous le dites, on veut quand même vous poser cette question au regard de ce qui a été avancé comme argument. Vous venez de déconstruire cette procédure qui a été faite. Estimons même que cette procédure-là soit normale au regard de ce qui a été fait. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui explique que les
fait constater plusieurs années en arrière soit aujourd'hui mis en avant. Pourquoi c'est aujourd'hui? Exactement. Vous avez bien fait de me présenter comme quelqu'un qui est proche du REDAC. Je suis formateur, également consultant au REDAC. J'avoue que la première fois, ma première rencontre avec Maximilienne Gombe, qui est la directrice exécutive du REDAC, elle m'avait tiré dans son bureau pour me faire part de cet acharnement sur la base des éléments, des motifs qui sont convoqués aujourd'hui. Il y a de cela 3 ans. Oui. Et cette affaire remonte même à plus de 5 ans, 6 ans. On cherche à fermer le REDAC début et le prétexte là existe. Oui, exactement. Il fallait attendre, je sais pas quand, attendre 2025. On attend 2025 pourquoi? Parce que, vous savez, dans des dictatures à huis clos, on n'aime pas la lumière. Dans les dictatures à huis clos, on n'aime pas les voix qui vont alerter le voisinage. Le voisinage étant ici la communauté internationale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avant que les actes de dictature ne soient déployés à l'occasion d'une élection qui s'annonce âpre, très discutée, on préfère neutraliser les lumières et les voix qui peuvent alerter les voisins avant même le début. Je l'ai toujours dit. L'ordre dominant, le RDPC gagne ses élections un an avant le vote. Ah bon? Oui, donc ils finissent de baliser le terrain, de sorte que le moment venu, le pénalty se tire sans gardien de but. Comment ça? Expliquez ça un peu plus Donc pour dire tout simplement que le moment venu, on sait ce qu'on va déployer contre les opposants, redoutés, et on aimerait que dans ce cadre, qu'on ait affaire uniquement aux opposants, et là ça sera la parole de l'ordre dominant contre la parole des opposants. Et là, il va falloir réfléchir sur la crédibilité, sur l'objectivité des positions. Or, l'ordre dominant contrôle les masses, contrôle les médias. L'opinion publique aujourd'hui, je le dis avec un pincement de cœur, l'opinion publique est contrôlée par l'ordre dominant. Je vais vous prendre un cas simple. Les 5 médias les plus en vue au Cameroun, les 5 médias, télévision, les plus en vue au Cameroun, les 5 télévisions, comme que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule chaîne de télévision qui appartient à quelqu'un qui n'est pas du RDPC. Une seule chaîne. Les autres chaînes, essayez, je ne vais pas citer les noms, mais réfléchissez, vous allez voir, les 5 chaînes les plus en vue appartiennent aux membres du RDPC. Et en plus même aux fondamentalistes du RDPC. Et en plus de cela, la chaîne nationale est réquisitionnée par le RDPC. Il faut voir comment les éditorialistes sont dans tous leurs états à chaque fois qu'il y a une adversité redoutable opposée par l'opposition. Il faut voir, on a l'impression que les éditorialistes sont également les acteurs du jeu. Or, ils sont des observateurs, ils devraient normalement garder leur neutralité. Imaginez qu'on parle de Campo maintenant, vous vous mettez à rougir. Ça signifie que il y a des accointances. Ou alors on commence à parler de Paul Biya, vous commencez à rougir. Non, le journaliste doit être neutre. Donc pour vous dire que il faut détruire ceux-là, les rares qui peuvent dénoncer les exactions qui s'annoncent contre l'opposition en 2025 et surtout en 2026. Pourquoi 2026? 2026, ce sont des élections locales. Oui. Et si je vous prends un cas simple, de l'adversité dans le domaine de l'invisible, l'adversité la plus difficile dans ce domaine, entre les élections locales et les élections nationales, vous allez voir encore que l'adversité est plus difficile dans des élections locales. Et dans l'invisible, je vous prends le cas de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un élément intégré, reconnu dans les analyses scientifiques, en sciences politiques, pour ce qui est du rapport de jeu entre les différents acteurs. C'est bel et bien reconnu. Il y a eu un débat autour, mais il y a des auteurs, disons, des anthropologues politiques comme Peter Gucci, qui ont démontré que la sorcellerie est une ressource politique, surtout en zone tropicale. Alors, si vous, Cyril, vous portez candidat au niveau de la présidentielle, il y a peu de chances que vous soyez, par exemple, atteint ou visé par les coups de la sorcellerie. Oui. Or, au niveau local, allez au village, ouais. Immédiatement. Donc, pour vous dire que là-bas, c'est plus violent, et ça sera plus violent.
la présidentielle serait un peu plus apaisée. Donc vous pensez que vous pensez que c'était donc un acharnement contre le REDAC? Non, c'est pour dire que ils ont commencé avec les médias. Oui. Et ils ont cherché à procéder à des punitions exemplaires, à des menaces exemplaires. C'est-à-dire, on choisit ceux qui sont des figures de proue. Oui. Dans le monde des médias dissidents, entre guillemets, qui ne sont pas d'accord avec l'ordre dominant. On a cherché les têtes de proue, on les a menacés, on les a acculés. Je ne vais pas parler du cas d'Equinox radio et télévision, de sorte qu'une fois qu'on a obtenu la reddition d'Equinox, tout le monde va se tasser, le reste va se tasser. Et vous voyez le rôle pas du tout gai que joue aujourd'hui le Conseil national de la communication, qui est pratiquement sous la botte de certains pontes du renouveau. Je ne vais pas revenir sur la sanction d'une émission, la suspension d'une émission comme droit de réponse. Si je vous dis par exemple que mardi, on envoie une lettre d'observation, avant même qu'il y ait une autre émission de droit de réponse, donc jeudi, on envoie une convocation. On ne peut passer à une sanction supérieure que s'il y a eu récidive quand même. Ça veut dire qu'on a rappelé forcément M. Djotchebonken à l'ordre que ce n'est pas ça qu'on t'a demandé, ce n'était pas la lettre d'observation, parce que lui aussi en tant qu'humain, en tant que responsable, en tant que journaliste, il s'est dit que ce n'était pas aussi grave. Mais après, on lui a demandé, non monsieur, c'est pas ça qu'on demande contre Equinox, nous avons besoin. Donc maintenant, il faut neutraliser les médias. Oui. Et je suis convaincu que si vous gardez ce ton, vous serez également inquiété. Si vous gardez ce ton, ça veut dire inviter des personnes qui vont parler de manière sincère, qui vont dire la vérité, on va vous frapper. Et en plus, il faut déployer les menaces contre les organisations de la société civile. Et là, le REDAC est aujourd'hui comme le porte-flambeau, comme je l'ai dit. Donc en fait, on veut neutraliser tous ces acteurs qui peuvent faire mal, qui peuvent dénoncer facilement les exactions en vue avant même la tenue des élections. C'est pourquoi je vous disais, le RTPC gagne les élections finies, de bâcler les élections un an avant la tenue du scrutin. On dit le REDAC, mais il y a également qu'au Cameroun, c'est pas la seule organisation. Il y a Amnesty International par exemple qui mène des activités au Cameroun et qui a d'ailleurs demandé que le gouvernement cesse ses actions contre le REDAC. Pourquoi est-ce que cet acharnement-là se porte spécifiquement sur le REDAC et pas d'autres organisations? Amnesty International, je veux dire international. Le REDAC est certes international, mais beaucoup plus local. C'est local par rapport à Amnesty International qui est en fait une ingénierie un peu plus forte dans le système de défense des droits de l'homme. Mais le REDAC, c'est l'Afrique centrale. Et dans le cas spécifique, c'est le Cameroun. Parce que le REDAC continue ses activités en paix dans les autres pays d'Afrique centrale, c'est-à-dire le Tchad, le Congo, ça passe. Mais le Cameroun spécifiquement. Et pourquoi le Cameroun, pourquoi le REDAC et pas Amnesty International? L'ordre dominant n'a pas un dessus sur Amnesty International ou alors contre Human Rights Watch. Il n'a pas un pouvoir d'agir. Or, sur le REDAC, il suffit d'envoyer un préfet aller poser les scellés ou appeler et mettre des gens qui vont camper là pendant toute une éternité pour que Maître Aliscom ne gêne pas encore. On a vu donc ces scellés-là qui ont été coupés par Maître Aliscom et vous êtes allé à Douala pour soutenir Maître Aliscom et il y a eu plusieurs convocations derrière. Pourquoi il y a eu quoi tout ce processus judiciaire là? En fait, c'est que l'ordre dominant a en son sein deux tendances. Il y a la tendance fondamentaliste. Comme on parle dans les groupes les fondamentalistes veulent dire des gars durs qui ne veulent rien entendre. Donc pour eux, ils doivent rester éternellement là où ils sont là. Et la seconde tendance? Et que les pauvres, dont les en bas d'en bas, les outsiders, ceux qui sont hors du système, ne devraient même pas broncher, de sorte que lorsqu'un fondamentaliste vient, il trouve la grand-mère avec la grand-mère veuve avec sa petite cabane léguée par son mari, et que le fondamentaliste lui veut mettre là-dessus son immeuble, il ne va même pas avoir pitié de cette grand-mère. Il ne va même pas regarder la loi. Il va user de tous ses pouvoirs, quitte à ce que cette grand-mère rejoigne son mari dans la tombe.
Donc ce sont des fondamentalistes et ils ne veulent pas bavarder. C'est comme dans les groupes terroristes. On vous dit le groupe fondamentaliste, ça veut dire quand ils prennent quelqu'un en otage, oublié, la personne serait exécutée. Maintenant, cette tendance est minoritaire, mais elle est plus bruyante et plus dominante. À côté, vous avez la tendance des modérés. Et je crois que vous connaissez des modérés du RDPC. Ça veut dire des personnalités, des élites, qui certes vrai, ne sont pas d'accord avec ce qui est dit par des opposants de la société civile. Mais ils peuvent vous écouter. Ils peuvent vous accorder la clémence, entre guillemets. Ils peuvent de temps en temps faire prévaloir la logique. Ils peuvent faire prévaloir le bon sens. Ça, ce sont des modérés. Vous pouvez discuter avec eux. Alors, c'est une tendance numériquement importante, mais qualitativement parlant, elle est dominée par la tendance fondamentaliste. Lorsqu'on dit par exemple que le ministre de l'administration territoriale dit j'ai le rapport de la NIF, même s'il vous bluffe, vous ne pouvez pas avoir la version de la NIF. La NIF ne viendra jamais faire une conférence de presse pour concrétiser ou tout simplement faire une mise au point par rapport à ce qui a été dit. Le directeur de la NIF va seulement dire bon, en tout cas ça va. Et on, donc les procédures judiciaires, les convocations, les différentes convocations comme on disait, qu'est-ce qui explique donc cela? Voilà, maintenant la tendance fondamentaliste estime donc que de 1, le rédac en fait de gros, de 2, le rédac semble lui opposer une résistance insupportable. Ça c'est du point de vue de leur perception des choses. Ça veut dire, quand tu ne réponds pas directement à une de leurs sollicitations, si tu ne te soumets pas immédiatement à une de leurs injonctions, si tu ne te remets pas en question après une de leurs menaces, immédiatement ils estiment qu'il faut te broyer totalement. C'est ce qu'on a donc déployé. On a décidé de broyer Maître Alice, comme on a décidé de broyer le rédac, étouffer le rédac jusqu'à aller activer une association écran, je ne sais pas les observateurs de quoi et quoi, des acteurs lugubres du champ politique et du champ public camerounais. On va les activer pour venir porter plainte contre le rédac, contre Maître Alice, comme pour financement de terrorisme, activité terroriste. Et pourquoi on pas convoquer cette nébuleuse? On parle la convoquer parce qu'on s'est rendu compte que la voie administrative a échoué. Pour faire simple, le CICIA n'a pas marché. Maître Alice comme qui est quand même une femme de droit, et maintenant, elle a brisé les scellés. Est-ce que c'est pas quand même, docteur? Non, est-ce que c'est pas quand même défier l'autorité? Est-ce que c'est pas quand même cette défiance envers l'autorité? En fait, que dit le droit en matière de défense? N'est-ce pas, si le voisin vient casser votre maison, oui, vous n'avez pas le pouvoir de vous faire justice. C'est ce que dit le droit. Vous devez saisir la justice qui va maintenant vous rétablir dans vos droits. Ça, c'est ce que dit. Maintenant, vous êtes assis à la maison, le voisin vient, vous êtes assis. Il entre avec un couteau. Il ramasse votre téléviseur. Il ramasse maintenant votre poste récepteur. Il va récupérer votre micro-ondes, votre téléphone. À un moment donné, vous allez lui dire que la justice va arriver après. Gérons d'abord en attendant que la justice arrive. On appelle ça la légitime défense. Et la légitime défense ne s'opère que dans le cadre où les moyens non légaux ont été utilisés. Pour faire simple, face à une action non conventionnelle, on doit s'attendre forcément à une réaction aussi non conventionnelle. On ne peut pas vous dire vous êtes dans la lutte, vous avez un match, on ne sait pas, un match de boxe, et que vous aurez utilisé uniquement les coups de poing. Après, vous voyez votre adversaire aller récupérer les gourdins pour venir vous taper. À coup sûr, s'il y a une machette à côté, vous allez récupérer la machette pour vous défendre tout au moins. Donc c'est là qui suit peut-être l'action de Maître Alice. Ça c'est d'abord, ça c'est du point de vue politique, mais du point de vue légal, oui, je crois que la pose des scellés a été faite de manière illégale. Et forcément, l'illégalité qui pourrait naître de l'acte posé par Maître Alice comme est nulle.
Moi, on disait en mathématiques, moi et... moins 1, voilà, égale 0. La deuxième convocation de Maître Alice Kompa, le préfet du Vouri, il y a une deuxième, il y a une première à laquelle elle n'a pas autant, mais il y a une deuxième convocation. Et vous êtes allé à Douala. C'était pour soutenir, comme je le disais tout à l'heure, Maître Alice Kompa. Et on a appris des réseaux sociaux qu'il y avait une mobilisation qui se préparait pour aller accompagner Maître Alice Kompa. Est-ce que c'est peut-être ça qui a poussé ce lundi-là le préfet à surseoir cette convocation pour la renvoyer à plus tard? Oui, je suis très sûr, même comme officiellement on a évoqué la réunion des chefs d'État de la CEMAC. Mais au fond, je crois que les fondamentalistes ont compris que déjà les modérés ne sont pas avec eux, qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils de provoquer. Et aussi, ils ont eu peur. Et je rappelle que Maître Alice Kompa devait se présenter un lundi, samedi, vendredi, la nuit. Le préfet, je ne sais pas s'il ne dort pas la nuit ou reste au bureau toute la nuit. Il a sorti un communiqué pour dire qu'il allait fouiller toutes les voitures qui vont rentrer à Douala. Mais le dimanche, à Douala, dans le cadre de l'émission Croix de réponse, j'ai attendu que les véhicules soient... C'est le soir que j'apprends que ça a été reporté. Donc, pour vous faire savoir, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils ont reculé. D'ailleurs, Maître Alice Kompa est parti, je crois, la semaine passée. Elle était... en début de cette semaine, la semaine passée, elle est partie non, pas au tribunal, elle est partie à la préfecture. Oui. Personne n'a voulu la recevoir. Comment ça? Elle est partie, personne n'a voulu la recevoir. Et après elle est rentrée. Non, on te dit juste un bonbon rentre, il n'y a rien. Tout simplement? Tout simplement. Mais qu'est-ce qui peut donc justifier tout ça? Non, en fait, ce sont des agitations, ce sont des petits zélés qui pensent que le fait d'avoir fait les NAM ou le fait d'être ministre aujourd'hui leur donne le droit de décider sur le sort de nos libertés, le sort de nos vies. C'est en fait ça, ils se disent qu'on est encore à une époque où dès qu'on entend préfet, dès qu'on entend sous-préfet, dès qu'on entend gouverneur, non, le gouverneur ne peut garder son estime dans nos cœurs que si lui-même il se donne une certaine estime. Mais s'il veut se comporter en voyou, forcément il aura des réactions de voyou. Si le gouverneur de la région de l'Ouest veut agir, peut-être au niveau, je ne sais pas, dans un marché ici, il va quand même s'entourer de quelques précautions légales et administratives. Mais s'il vient un matin comme ça, là, il trouve les gens, il ne sait pas comment est-ce qu'ils se sont levés, et puis il commence à dire casser. Même par instinct de survie, quelqu'un va filer même une claque au gouverneur, comme une Bayamsel avait filé une claque au sénateur Mbamba à Kribi. Ça veut dire que vous ne savez pas où elle a laissé son enfant en train de chuter à la maison. Il y a des précautions administratives et légales qu'on devrait normalement respecter. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a des zélés, ce n'est pas une défiance, parce que l'autorité, il faut respecter l'autorité. Mais pour respecter l'autorité, il faut que l'autorité elle-même se respecte d'abord. Et le respect commence par le respect des lois. Parce que nous agissons suivant les lois. En parlant ici, comme nous sommes en train de parler là, c'est dans le cadre de la loi, le cadre des libertés. On ne peut pas se permettre, même si on n'est pas d'accord avec le ministre de l'administration territoriale, commencer à raconter sa vie privée, il nous importe peu. Ou commencer à construire des mensonges autour de sa personne, ou commencer à parler de sa famille. Parce que c'est ça qui fait aussi problème au niveau de l'espace de discussion politique au Cameroun. On déporte les problèmes privés sur les plateaux de télévision. Non, on a un rapport entre le ministre de l'administration territoriale et le citoyen bénéficiaire des services du ministère de l'administration territoriale qui devrait aussi bénéficier de sa sécurité. On n'a pas affaire à monsieur Atanganji, père de famille, ne sait pas quoi. Donc, je crois que c'est cet tâtonnement-là, en tout cas, bon, j'allais dire, cette agitation administrative autour de l'affaire Maître Alice Kompa trahit tout simplement un certain stress qui anime le bloc des fondamentalistes et qui est en train de voir son pouvoir s'effriter et en train de voir le pouvoir dictatorial en train de lui échapper. Et il y a aussi la convocation. Il faut qu'on évoque cela au tribunal militaire. Docteur, est-ce que c'est peut-être pas exagéré? Une femme c'est une maman, 80 ans, convoquée au tribunal militaire. Qui convoque Maître Alice Kompa au tribunal, qui a apporté plainte? C'est une nébuleuse qui a porté plainte. Mais le tribunal militaire l'a convoqué? Oui, le tribunal l'a convoqué suite à la plainte de la nébuleuse. Vous pensez vraiment qu'il existe encore quelqu'un ici au Cameroun qui peut menacer Maître Alice Kompa? Vous pensez vraiment qu'il y a un ministre ou un président de la République qui peut encore menacer Maître Alice Kompa?
Et c'est donc quoi? Vous maîtrisez l'âge de Maître Aliscom? Maître Aliscom a 80 sur son dos. C'est une grand-mère. Et une grand-mère qui a fait ses preuves aussi bien à l'international qu'au niveau national. Régional. Et Maître Aliscom, ce n'est pas le citoyen, je ne sais pas Claude de Koupara qu'on va aller ramasser comme ça, ou peut-être que celui de Blanc qu'on va aller pêcher comme ça. Non, je vous dis, il n'y a personne qui puisse actuellement menacer Maître Aliscom jusqu'à ce qu'elle va mourir. Et sa convocation au tribunal militaire se trouve où actuellement? Actuellement, je ne sais pas ce qu'elle fera de sa convocation, mais il y a de fortes chances qu'elle va encore dire ah. Parce qu'elle sait bel et bien que ce sont des manœuvres, ça n'a pas un fond. Ça veut dire un individu lugubre dont on ne maîtrise pas les origines ni les sources de revenus, se lève un beau matin comme ça, on ne maîtrise même pas son organisation, qui se lève un beau matin, et je vous rappelle cette organisation qui avait fait la promotion de cette fameuse conférence sur le chantalisme. Vous pouvez donc imaginer l'état d'esprit de cette nébuleuse qui se lève un beau matin pour venir attaquer une icône comme Maître Aliscom. Lorsque vous dites que Maître Aliscom ne peut pas être inquiété par un... Il n'y a personne. Je voulais tout simplement vous rappeler que il y a plusieurs personnalités politiques camerounaises ou alors seulement personnalités qui ont été également qui ont subi des actions du ministre et de l'administration. Je prends l'exemple seulement de Maurice Kamto en 2020 qui a été comme ça déporté de doigt là pour Yaoundé. Son âge n'est pas très loin de celui de Maître Aliscom. C'est également une personnalité internationale. Quand vous dites que Maître Aliscom ne peut être influencé, on se demande bien quel est... Oui, tu sais, dans le cas du professeur Maurice Kamto, oui, on était dans l'euphorie de l'adversité politique, pour ne pas dire de l'inimitié politique, parce qu'au Cameroun, on ne connaît pas l'adversité. L'adversité, c'est qu'on joue. Mais dans l'inimitié, on ne joue pas. On s'agresse jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme. Donc, au Cameroun, ceux qui sont dans l'inimitié politique, qui estiment que la seule façon de finir avec le concurrent politique, ce n'est pas de lui opposer une adversité, mais chercher à l'anéantir totalement, si on rentre dans la théorie de l'ami-ennemi de Carl Schmitt. Donc, au premier élément, on essaie de vous intimider. Deuxième stade, on essaie de vous amadouiller. Troisième stade, vous êtes une racaille et la racaille est à détruire. Déjà, nous étions dans ce contexte et il y avait un élément, un argument qu'on pouvait balancer au niveau de la communauté internationale, appel à l'insurrection, parce qu'il y a eu marche. Il y avait quelque chose sur laquelle on pouvait s'appuyer pour construire une certaine légalité autour de l'acte illégal. Et voilà. Mais dans le cas du REDAC, il n'y a aucun fait. On est dans les ragots. On est dans les ragots. Bon, ragots, c'est même encore, c'est donner un peu plus de contenu à leur agissement. Non, on est plutôt dans le mensonge. Dans le mensonge pur et simple. Vous pensez que ce sont des élucubrations? Ce sont des élucubrations, comme vous le dites. Le REDAC, je ne vais pas revenir sur ce qu'aurait reçu le REDAC depuis 2007. Mais toujours est-il qu'on est dans autre chose. J'avais dit, si ceux qui accusent le REDAC sont vraiment des hommes, ça veut dire qu'ils tiennent encore leur masculinité entre leurs deux mains, qu'ils mettent sur la place publique le rapport de la NIF pour que nous lisons ce rapport. Peut-être qu'ils attendent le bon moment. Il n'y a aucun bon moment. Il n'y aura aucun bon moment. Vous n'aurez jamais ce rapport. Au grand jamais. Je vous dis, nous, on est vraiment... Ça n'a rien à voir avec le droit, ce qui se passe autour de mécanismes. Je vous ai posé le contexte. Et une fois le contexte posé, on peut imaginer que ce sont des règlements de compte politique où certains estiment que 2025, 2026, il faut se débarrasser rapidement de certains acteurs un peu objectifs. Et en plus de cela, il y a le grand soir de mon ami Jean-Robert Wafo. Le grand soir est là, il a débuté, il aura lieu. Parce que Paul Biya va partir. Ça veut dire même si vous faites quel genre d'incantation, même si vous appelez tous les femmes, même si vous appelez tous les sultans du Cameroun, ils vont prier même pendant tout un siècle. Paul Biya va partir. En 2025? Non, je n'ai pas dit qu'il va partir en 2025, c'est qu'il partira. Ok. Il partira, ça veut dire que ça c'est une évidence, comme toi et moi un jour. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà, on ne sera plus de cette terre. Alors, on vous dit que le jour où il part, c'est l'éclatement. Le jour où il part,
professeur Baïbek le disait également. Oui, le jour où il part, le jour où Paul Biya part, où officiellement on annonce qu'il est parti, je crois que la meilleure approche par mesure de prudence, c'est de garder ne serait-ce qu'un sac de riz à la maison, quelques allumettes, le sel, de temps en temps, parce qu'on ne sait pas, ces gars sont imprévisibles. Vous avez vu comment ils ont géré l'affaire Martinez-Ozogo? Ça veut dire en lieu et place du droit qui devait être dit. On est rentré dans des logiques de bataille des clans. Je crois que c'est hier qu'on célébrait son décès. Donc Martinez-Zogo, ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui a été tué de manière politiquement désintéressée. Non, ce sont des choses compliquées. Et si ces gars arrivent à ces niveaux, imaginez lorsque leur papa ne sera plus là. Leur papa est là, ils font ce qu'ils font là. À toutes les raisons, quand il ne sera plus là. Quand Paul Biya ne sera plus là, ça sera la débandade dans le système. Les clashs, vous avez des clashs à ciel ouvert, où on limoge un SP d'un pan. Ça veut dire le SP de Kavaï, son directeur de cabinet, voilà, pas le SP, son directeur de cabinet. On l'enlève au journal officiel, et le lendemain, Kavaï Djibril dit fichez-moi le camp. Et le gars est toujours là. On envoie qu'on aille arrêter Sirius Ngo. Et après, on vous dit qu'il n'a pas été arrêté. Ça veut dire que les clans sont en train de se neutraliser. Donc pour vous faire comprendre que là c'est encore plus compliqué, ils aimeraient que le moment là arrive où personne ne va regarder leur combat, où personne ne va leur dire non. Ne prenez pas le Cameroun comme un champ de bataille, ce n'est pas votre plantation, ça nous appartient monsieur. Si Paul Biya vous a dit que c'était votre écurie, que c'était votre case, vous pouvez tout saccager, on vous rappelle que c'est un bien commun, c'est un patrimoine collectif. C'est ce que vous leur dites. Oui, effectivement, c'est ce que le peuple leur dira. Actuellement là, ce qui se passe, c'est les circonstances atténuantes que le peuple accorde à Paul Biya, parce que le peuple étouffe, le peuple suffoque. On a accordé les circonstances atténuantes en disant bon, on ne perd rien en laissant le père partir. Oui. Mais que les fils ne penseront pas que quand il va partir, ce sont eux qui viendront récupérer immédiatement pour nous imposer encore 42 ans de souffrance. Non. Donc ils redoutent ce grand soir en présence des acteurs qui peuvent dénoncer et qui peuvent également alerter les voisins. Ils ont peur des voisins. Les voisins, ce sont des pays de la communauté internationale. Pays amis. Voilà, bon, pas forcément amis, on n'a pas d'amis dans ces histoires, c'est beaucoup plus les intérêts. D'accord. Donc, ils ont peur de ces acteurs. Il faut donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, imposer des sanctions exemplaires à certaines têtes de proue et obtenir l'autocensure de ceux qui n'ont pas été directement visés, obtenir leur reddition. Une fois qu'on a déjà fait mal à Equinox, tout le reste là doit fermer, forcément. Si on a fait mal au REDA, tout le reste là doit seulement se taire. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit aux amis qui sont dans le camp du changement que laissez les histoires que Maître Alice comme défend les homosexuels et tout. On ne fait pas la politique avec des émotions. C'est avec la tête. Si on obtient aujourd'hui la tête de Maître Alice comme, alors le reste sera tout simplement des brochettes. On peut dire que c'est toute la société civile qui a été... Oui, si on a fini, bon, on a fait ça avec Alice comme, c'est pas toi qui pourra nous opposer une résistance ou nous tenir tête. Voilà, pour sortir de cette émission, de cette thématique, docteur, comment se porte le REDAC actuellement? Le REDAC continue, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses activités au niveau international, au niveau sous-régional et international d'ailleurs. Sa directrice exécutive continue de participer aux forums internationaux, aussi au niveau interne au Cameroun. En attendant que les choses soient rétabli à leur juste valeur, je peux vous dire que le REDAC sera rétabli, donc l'agitation là va s'arrêter. L'ambassadeur des États-Unis et le haut commissaire du Canada au Cameroun sont allés vers celui qui veut à tout prix démontrer qu'il tient tout le Cameroun dans sa paume de main. Et forcément, beaucoup de choses se sont dites. Je crois que ce n'est qu'une question de temps.
Voilà, vous écoutez le Grand Soir sur Tropical Radio Vision 98.4. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance une fois de plus. On va prendre une petite transition pour revenir et parler de cette deuxième thématique qui porte sur les présidentielles de 2025. Et on va s'intéresser à la lecture que fait le docteur Simono, qui est donc analyste politique. Il va nous présenter la lecture qu'il fait de cette élection présidentielle que beaucoup parlent, beaucoup annoncent houleuse. On marque une petite transition et on revient. Retrouvez au Grand Soir tous les jeudis sur Tropical FM avec Cyril de Fauboussi entre 17h30 et 19h30. Le plus grand rendez-vous régional du débat sur les actualités brûlantes. Le Grand Soir, votre émission de débat avec les acteurs majeurs de la scène politique, sociale et économique. La question de la semaine, le grand débat, la rétro. Retrouvez-nous tous les jeudis entre 17h30 et 19h30 sur Tropical Radio et Télévision. Tropical FM. Au-delà, l'écoute. Retrouvez au Grand Soir tous les jeudis sur Tropical FM avec Cyril de Fauboussi entre 17h30 et 19h30. Le plus grand rendez-vous régional du débat sur les actualités brûlantes. Le Grand Soir, votre émission de débat avec les acteurs majeurs de la scène politique, sociale et économique. La question de la semaine, le grand débat, la rétro. Retrouvez-nous tous les jeudis entre 17h30 et 19h30 sur Tropical Radio et Télévision. Tropical FM. Au-delà, l'écoute. Le Grand Soir, c'est sur Tropical Radio Vision chaque jeudi à partir de 17h30. Et donc, on va prendre la deuxième partie de cette émission avec le docteur Simono comme invité spécial, une fois de plus, comme on le disait. Et on va s'intéresser donc au présidentiel 2025, présidentiel 2025, la lecture du docteur Aristide Mono. Docteur, pour cette présidentielle dont on parle beaucoup, nous sommes enfin là, en 2025. Oui, nous sommes en 2025 avec les attentes un peu plus élevées au regard des performances politiques engrangées par certains partis de l'opposition et aussi au regard de l'effritement du bloc d'en face qui aujourd'hui est dans le stress. Parce que personne ne sait si Paul Biya sera candidat. C'est quand même un peu curieux. Ça veut dire que, je vais prendre un cas simple. Oui. Vous avez match à 15h. Vous avez match à 15h jusqu'à 13h30. Vous n'avez pas votre capitaine. Vous n'avez pas le gardien qui va jouer. Vous n'avez pas l'avant-centre qui va jouer. Ça pose problème. Ça veut dire que vous êtes dans le tâtonnement. Vous êtes moralement atteint. Les autres se sont prononcés sans beaucoup réfléchir. Or là, vous avez une tendance qui vous dit vraiment Paul Biya, c'est notre gars jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il y a d'autres qui vous disent que bon si le président lui-même il voit qu'il peut rentrer au village, vous voyez que vous particulièrement pensez que le président Paul Biya va se représenter? La décision n'appartient pas à Biya. Comment ça? La décision appartient à ceux qui jouissent allègrement des faiblesses de Paul Biya. C'est quand même le président du parti, la décision lui revient. La décision du parti, on va revenir peut-être sur l'élément légal, oui. Mais ce n'est pas la décision du parti. Le parti n'a jamais existé d'ailleurs. Le RDPC n'a jamais existé. C'est plutôt un clan, un bloc qui a créé une coquille pour pouvoir légitimer sa présence à la tête de l'État, une présence obtenue par des moyens forcément illégaux. Le RDPC, moi j'ai les proches qui sont militants du RDPC. Est-ce qu'ils sont responsables de ce qui se passe là? On ne demande pas leur avis. Ils sont seulement là pour l'habillage. C'est pourquoi je dis ce n'est pas le RDPC. C'est ce que j'appelle toujours l'ogre de 82. C'est l'ogre de 82 qui tient la décision. L'ogre de 82, c'est comme une secte france-africaine qui a été léguée aux supports locaux par l'ogre néocolonial. Ça veut dire les enfants de Joula. On leur a légué une secte. C'est cette secte-là qui dirige en fait le Cameroun.
ce que j'appelle l'ogre de 82. Comment on dit l'ogre de Malte? Les enfants de l'UNT. L'ogre de Malte, bon, pas les enfants de l'UNT. L'UNT était aussi le bloc. Je vous dis que c'est un petit bloc, un noyau, comme un noyau qui n'a pas une forme, j'allais dire définissable. C'est comme ce que les juristes appellent, en tout cas ils parlent de caractère sui generis. Ça veut dire que ça n'existe pas, on ne sait pas où on peut mettre ça. Ça veut dire, est-ce une secte qui peut ressembler à la franc-maçonnerie? Est-ce une secte qui peut ressembler à la Rose-Croix? Est-ce une secte qui peut ressembler, je ne sais pas, à quel groupe d'initiés? Mais c'est quelque chose de bizarre. Et cette chose-là a été donc léguée aux suppôts locaux, aux enfants du pays, par l'ogre néocolonial. Et ça sert les intérêts de l'ogre néocolonial. C'est cela, c'est cette secte-là qui va décider si Paul Biya sera encore candidat ou non. Vous allez voir, vous allez entendre que la France a dit que. Voilà, la France a dit que, Macron a dit que. Donc c'est en fait, ce sont les parents là-bas, les parents internationaux donc de la secte qui vont décider. Qui vont maintenant décider avec des suppôts locaux qui ont encore la capacité de pouvoir dire quelque chose. Parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent plus dire quoi que ce soit parce qu'ils sont affaiblis, mentalement affaiblis, intellectuellement affaiblis, physiquement affaiblis. C'est donc et aujourd'hui c'est beaucoup plus les héritiers qui vont décider. Et vous pensez donc que depuis, ça n'a pas encore été décidé, pourquoi? Ça n'a pas encore été décidé parce que on est dans l'embarras. L'embarras qui est lié au fait que le président Paul Biya ne présente plus les garanties de quelqu'un qui peut vraiment encore tenir dans toutes ses formes. Ça c'est une évidence. 92 ans, je pense que c'est quand même un peu beaucoup d'années sur le dos d'un individu pour qu'il puisse encore tenir jusqu'à 100 ans quand même. Parce que si on lui donne là, il va péter son 100e anniversaire au pouvoir. Oui. Et le Cameroun rentrera vraiment dans le record Guinness. J'allais me dire, on va lui dénicher le flambeau. Je ne sais pas si l'histoire nous offre quelqu'un qui a fait 100 ans au pouvoir, en tout cas qui a fêté son 100e anniversaire au pouvoir. Je ne sais pas trop, mais ce sera quand même de l'inédit. Le Cameroun fera l'objet d'une grosse curiosité internationale. Donc il y a déjà ça. Ils ne sont pas sûrs que Paul Biya peut, et c'est pourquoi ils attendent de voir si au soir de la convocation à la veille de la convocation du corps électoral, on se rend compte que non, il peut encore tenir. On va l'injecter au stade. Et deuxième chose, c'est qu'on se dit, si on enlève même là, on met qui? Les interrogations. Le RDPC, je parle du RDPC juste par abus de langage. Oui. L'ogre de 82. L'ogre de 82 n'a pas un numéro 2. Il n'a pas un numéro 3. Il n'a pas un numéro 4. Vous pouvez aller comme ça jusqu'au numéro 30. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Qui est le numéro 2 du RDPC? De l'ordre 82 du pouvoir en place? Il y a qui? Vous allez dire Ngongo. Ngongo a le dessus sur qui? Mais ils sont nombreux là. Vous allez dire Dion Gouté que tout le monde méprise au niveau du gouvernement. On a le ministre de l'administration territoriale. Vous avez le ministre de l'administration territoriale qui parle avec autorité. Oui, vous avez le ministre de l'administration. Non, il parle avec autorité sur nous. Nous les en bas en bas, mais qu'il aille parler avec autorité là-bas en haut. Et autorité. Est-ce qu'il faut parler fort à Laurent Esso? Donc je vous dis, le RDPC est dans le stress. Ils n'ont personne actuellement. Ils sont dans le tâtonnement. Si le RDPC avait déjà un joker, on devait déjà envoyer Paul Biya au village en Bomeka. Et donc, par rapport à cette présidentielle 2025, docteur, 23 jours après 2025, vous avez hier fait ce constat-là, que le RDPC est dans l'embarras. Mais quel est votre constat particulier que vous faites de cette année 2025 qui a 23 jours? Oui, déjà il faut rappeler que le bloc des modérés est de plus en plus modéré. Et le bloc des fondamentalistes de plus en plus fondamentalistes, donc extrémistes. Oui. Les fondamentalistes sont des extrémistes. Je vais vous prendre quelques clichés. Paul Biya fait son discours. Avant, Monseigneur Cléda s'était déjà prononcé. Après, il y a eu la sortie réaffirmée de Cléda RFI. Après, la sortie de l'évêque de Ngaoundéré, l'évêque de Yagua. Par
par la suite, on a certains fondamentalistes. Je ne vais pas citer leur nom, parce que c'est une catégorie un peu brutale. Cette catégorie-là dit que nous sommes prêts pour la campagne. Donne-nous le signal, on commence le combat. Maintenant, il y a alors le bloc des modérés. Là, je peux citer leur nom. Le ministre René Sadi, le ministre de la Communication, qui fait une sortie qui dit « Calmons-nous, Paul Biya ne s'est pas encore prononcé ». Et à côté, vous avez le ministre Grégoire Ouna, qui dit « Calmons-nous ». Donc, vous voyez que les positions sont diamétralement opposées. Ceux qui estiment que c'est bon, il a dit que nous irons aux élections, préparons-nous. Et les autres disent que nous attendons d'abord voir. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que il y a une forte gesticulation de l'opposition de la grande prostituée, de l'allégorie de la grande prostituée. C'est quoi l'allégorie de la grande prostituée? Cette allégorie suggère tout simplement que dans la grande opposition, il existe ceux qui ne jouent pas franc jeu. Mais leur mauvais jeu fait en sorte que l'opinion pense que c'est comme ça l'opposition. Donc, il suffit d'avoir 2-3 prostituées en jeu dans un village, on commence à dire que le village là c'est le village des prostituées. C'est comme ça aussi dans l'opposition. Et l'opposition de la grande prostituée est scindée en 2 blocs. Les prostituées de luxe et les prostituées de rue. Les prostituées de luxe, les prostituées de rue, ce sont ceux qui partent se prostituer en pleine journée dans les ruelles du RDPC, vendent publiquement leurs services au RDPC. Vous pouvez imaginer ceux qui peuvent être dans cette prostitution de rue. Je ne vais pas citer le ministre tel. Ça veut dire qu'ils vendent publiquement. Ils partent faire la prostitution auprès du RDPC moyennant des rétributions, les mallettes d'argent ou alors de quelques postes au niveau du gouvernement. Ça sont des prostituées de rue. Maintenant, les prostituées de luxe, ça veut dire qu'au niveau de l'opinion, on sait que ce sont des gens sains, ce sont des gens qui ne peuvent pas s'embourber dans des choses malsaines, mais qui nuitamment sont dans les appartements du RDPC, aller se prostituer, moyennant les mallettes et quelques privilèges. Ils sont en train de gesticuler. Et le rôle de l'opposition, de l'allégorie de la grande prostituée, c'est de décrédibiliser l'opposition tout entière, donc, y compris l'opposition intègre. C'est de combattre l'opposition intègre. Ce sont que les opposants de l'opposition, les opposants des opposants. Ce sont que les opposants de l'allégorie de la grande prostituée. Parce que leur rôle, c'est de légitimer le caractère démocratique et multipartiste du Cameroun et aussi de neutraliser les efforts de l'opposition en véhiculant l'idée selon laquelle vraiment dans l'opposition c'est blanc, bonnet blanc, dans le monde de la politique c'est blanc, bonnet blanc. En fait, c'est ça leur rôle, de décrédibiliser, démobiliser mentalement les Camerounais qui veulent s'engager en disant que bon, même si c'est comme toi aussi comme eux, non, ils tous sont comme ça. Donc il faut faire la différence. Non, eux ils disent ça, ils veulent véhiculer ce message-là. Et qui fait les affaires du RDPC. Et donc les citoyens doivent faire la différence. Oh, les citoyens doivent faire la différence. Mais la question fondamentale de savoir est-ce qu'ils ont la matière politique nécessaire, la matière intellectuelle nécessaire pour pouvoir opérer de temps en temps ces différences-là. Et vous répondez quoi? Alors, pour nous pensons que la socialisation politique doit suivre son cours et s'intensifier davantage. Et vous, hommes de médias, avez cette lourde responsabilité de pouvoir éduquer les masses dans les choix, donc dans la structure des choix. Éduquer les masses. Comment on évalue un homme politique? Comment on évalue une élite? Il faut donner ces outils aux populations. Et ce n'est pas une mince affaire. Vous êtes à Bafoussam et vous avez la possibilité de un peu plus. Donc, je crois que avec quelques détails. Si on prend par exemple un député, disons, un député. C'est quoi le rôle d'un député? Le député, c'est de dire à l'exécutif, donc au gouvernement,
Oui. ce qu'il doit exécuter. Ça, c'est son premier rôle. Le deuxième rôle, c'est de se rassurer que l'exécutif, dont le gouvernement, a exécuté ce que lui a demandé d'exécuter. On parle donc de la production des lois et du contrôle de l'action gouvernementale. Ce que le député dit au gouvernement de faire, ce qu'il dit à l'exécutif d'exécuter, il le fait par l'entremise de la loi. Loi de finances, loi de ceci. C'est ce que l'exécutif doit exécuter. Deuxième chose, oui. Maintenant, l'action gouvernementale, le contrôle de l'action gouvernementale, soit à travers les questions-réponses à l'Assemblée nationale, ça veut dire cuisiner le membre du gouvernement, oui. Ou alors engager une enquête parlementaire. Alors, le citoyen... Le député n'a pas aussi pour rôle de distribuer quelque chose. Il n'a rien à faire. Il prend l'argent là où il n'a pas aussi. Il prend l'argent là où ou d'élection, quelque sorte de risque. Il prend l'argent là où c'est ça. Parce que normalement, on devrait mettre sur pied une commission qui va interroger la source des ressources utilisées par les députés pour acheter les sacs de riz ou venir faroter dans les villages. Il faut qu'on sache où est-ce qu'ils ont pris cet argent. Ils sont riches comment? Parce que si on se retrouve avec des individus, ils ont quelques salaires conséquents. Un député autour de 1 million de francs CFA, certains sont à 700. Alors lui prend l'argent là où au point, au lieu de chercher peut-être à refaire la devanture de sa maison, il part. Donc, mais il prend l'argent là dans les marchés publics. Les marchés publics gré à gré, obtenus de façon gré à gré. Il obtient cet argent dans la non-exécution des marchés publics. Il obtient cet argent à travers la corruption. À chaque fois qu'il y a une petite manœuvre qu'on veut faire prospérer au niveau de l'hémicycle, on leur donne un peu. Les microcrédits, c'est ça les micro-projets. Le Parlement n'a pas pour rôle d'exécuter quoi que ce soit. C'est l'exécutif qui exécute. Et le Parlement dit, et le Parlement vient contrôler. Alors nous, si je suis peut-être, j'allais dire un villageois de Bacham, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder mon député et lui demander, monsieur, oui, les riz c'est bon et tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait concernant ces deux rôles? Dites-nous un peu, vous avez proposé quelle loi à l'Assemblée nationale? Ça veut dire que vous avez dit quoi à l'exécutif officiellement pour que l'exécutif exécute pour notre bien? S'il ne me répond pas, il a échoué. Il a déjà 0 sur 20. Maintenant, je lui donne encore une dernière question, rattrapage. Monsieur le député, vous avez la route Yaoundé, Douala Bafoussam. Paul Biya a dit le 31 décembre 2023 que cette route-là sera, que les travaux de réhabilitation seront effectués. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si l'exécutif va finalement exécuter? C'est comme ça qu'on évalue un député. Si après il veut bavarder beaucoup, vous lui dites non, c'est bon, on choisit notre enfant du village pour aller à l'Assemblée nationale. Et il y en a. Donc il y a des outils pour évaluer. On n'a pas besoin, par exemple, le maire, est-ce qu'il faut aller faire la sorcellerie pour savoir que le maire n'a pas travaillé? On essaie de voir ce qu'il y avait avant, qui n'arrive. On voit ce qui est aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, et maintenant on voit comment est-ce qu'il se projette. C'est comme ça qu'on évalue. Docteur, il y a eu, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs pressions déjà après le discours du président de la République. Il y a eu plusieurs pressions, il y a eu plusieurs discours qui sont montés, notamment au niveau des évêques. Il y a donc cette pression-là depuis que 2025 a commencé. Est-ce que c'était une pression préparée des acteurs du changement, comme on les appelle? Est-ce que c'était une pression préparée où elle intervient, c'est tout simplement un ras-le-bol, c'est seulement l'expression d'une certaine frustration qui a trop duré? Il faut déjà rappeler, Cyril, que pour ceux qui ont flirté avec le phénomène religieux, surtout le catholicisme romain, les prêches des prélats, des prêtres, sont coordonnés. Ce n'est pas comme chez certains où chacun se lève un beau matin, il choisit son évangile, il donne l'orientation qu'il veut, il bavarde toute la nuit pour faire les délivrances et tout ça. Non, c'est coordonné.
Ça veut dire que lorsque vous entendez un évêque, même un seul, dire que le peuple doit prendre ses responsabilités, considérer que ça a été discuté ou ça a été transmis à partir du haut. Monseigneur Paul Ong s'il annonçait déjà ici, bien avant, je crois que c'était en octobre, lors de la visite du nonce apostolique, ça veut dire les citoyens à s'inscrire massivement. Exactement. Donc pour vous faire comprendre que les autres évêques peuvent jouer les sous-marins. Mais voilà la position officielle concernant le bail de Paul Biya à la tête de l'État. Et ça, c'est le premier. Et les évêques n'ont pas lâché. Après, ils ont tenu un compte rendu de leur conférence épiscopale. Exactement. Ils ont, une fois de plus, cyniquement, j'allais dire cyniquement. Nous, on est modérés. Ceux qui ont lu le communiqué final de la conférence épiscopale, 48e session, vous diront que les évêques ont été plus que cyniques, plus que radicaux dans le diagnostic qu'ils ont fait. Un diagnostic franc, sans état d'âme. Sans état d'âme. Parce que lorsqu'ils vous parlent des projets bidons, bidon c'est l'expression des évêques. Des projets bidons, ça veut dire qu'on décide comme ça de construire un stade qui ne sera pas opérationnel. 2 stades, et puis on vous dit ça a coûté 269 milliards. Ils ont dit, lorsque des gens sont engagés dans la gabegie financière. Donc les mots utilisés, les superlatifs critiques utilisés par les évêques ne peuvent même pas concurrencer les superlatifs que nous autres utilisons. Ça veut dire que les évêques sont à bout. Et ce n'est pas forcément les évêques en tant que personnes, mais en tant que leaders communautaires qui vivent avec les en bas d'en bas au quotidien, qui reçoivent les confessions des en bas d'en bas, qui partagent les mêmes misères que les en bas d'en bas, même si eux-mêmes ils ne sont pas forcément misérables. Mais toujours est-il que par procuration, ils sont énervés. Et ils ont donc posé un problème. Et c'est bien parce que là, ça ne vient pas des gens qu'on a toujours présentés comme ceux qui veulent la place de Paul Biya. Non, les évêques ne veulent pas la place de Paul Biya. Non, vraiment, ils veulent juste que l'eau coule normalement, que les services de santé marchent normalement, que les routes soient bitumées, qu'on arrête de manger avec l'argent, qu'on arrête d'exclure les Camerounais du partage du patrimoine collectif. Vous savez, j'ai toujours dit, Cyril, notre problème, c'est qu'on attend de l'État. Parce qu'il y a certains qui me demandent, qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez même quoi? Politicien, vous n'êtes pas. Vous ne voulez aucun mandat, vous n'appartenez à aucun parti politique, vous avez même pris l'engagement que vous n'allez jamais adhérer à un parti. C'est quoi votre problème? Notre problème, ce n'est pas que l'État doit tout nous donner. Aucun État ne peut le faire. Ce qu'on demande à l'État, c'est 2 choses. Créer un environnement qui va permettre à chaque citoyen, quelle que soit son appartenance sociale, politique ou religieuse, de pouvoir survivre. Nous sommes tous des humains. Lorsque la famine vous ronge, vous sentez la même douleur que celui qui est aussi en face. Par conséquent, si vous avez du pain à distribuer, vous allez vous mettre en tête que l'autre souffre de la même maladie que moi, il vit la même misère que moi. Par conséquent, je vais aussi lui donner quelque chose pour garnir sa panse. Maintenant, si les offres sont rachitiques, si les ressources sont rachitiques, disons les mangues, parlons des mangues, on va dire non, Paul Biya, l'État ne peut pas donner la mangue à tout le monde, on n'a que 5 mangues. Acceptons qu'il n'y a que 5 mangues. Il faut déjà qu'on accepte, que nous soyons d'accord qu'il n'y a que 5 mangues. Oui. Maintenant, s'il y a 5 mangues, on pose ces mangues, on dit que le plus compétitif récupère la mangue. Mais si on commence déjà à dire, bon, comme ton père est un vaurien, il n'était rien ici, dans la MIFI, il ne représentait rien, mets-toi là-bas de côté. Maintenant, toi, comme tu es Bamileke là, mets-toi de côté. Comme tu n'es pas homosexuel, mets-toi de côté. Comme tu n'es pas rosicrucien, mets-toi de côté. Voilà ce qui nous révolte. On ne veut pas que l'État nous donne. On veut juste que l'État garantisse un petit accès équitable de tous aux ressources collectives, autant pour moi. Donc ça signifie quoi? Si on commence à discriminer les gens sur la base de leur orientation sexuelle, ça veut dire que les hétérosexuels sont discriminés dans ce pays au niveau des en haut d'en haut. Les
les hétérosexuels, ça veut dire c'est nous qui sommes plutôt des gens qui évoluent en marge. Vous pensez qu'il est en marge de la régularité. Donc maintenant il est plus. Donc selon eux, les homosexuels? non, selon eux, celui qui est plus normal actuellement, le Camerounais normal, selon eux là-bas. Oui. Le Camerounais le plus normal, c'est celui qui est homo. Ah bon? Le Camerounais le plus spirituellement assis, c'est celui qui est dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie. Le Camerounais qui est bien, c'est celui qui appartiendrait à l'ethnie ou à la tribu de celui qui tient la ressource. Donc vous voyez que cette stigmatisation-là crée la frustration. Ça crée la frustration. Je vais vous parler de mon cas. Jusqu'à ce jour, ils ne m'ont jamais recruté à l'université. Hein. Jamais. Et après, il y a des individus lugubres qui viennent vous dire, bon, vous êtes un gars brillant, vous avez tous les articles et tout ça, vous avez commencé à enseigner quelque part et tout. Donc je crois que la seule chose, c'est que vous devez adopter une éthique qui cadre avec l'éthique universitaire. En tout cas, une attitude qui cadre avec l'éthique universitaire. L'éthique universitaire, c'est que Paul Biya prend les enfants de Chloé ici à Bafoussam, il part les mecs en prison parce qu'ils ont seulement dit qu'il doit quitter et on arrête et on accepte ça, on se tait. Ou on commence à dire que non, bon, monsieur le président, voyez aussi, il n'y a pas de clémence, monsieur, vous avez violé la loi, il faut libérer les enfants de Chloé. Donc on vous dit, non, bon, il faut avoir une attitude qui cadre avec l'éthique universitaire. Je leur dis non. Quittez d'abord, arrêtez les médias même pendant un an. Et puis c'est bon, on vous dit. Oui. Ah bon? Ça veut dire on vous demande, c'est de l'autocensure, on vous contraint à l'autocensure. J'ai parlé de la corruption intellectuelle tout à l'heure, on vous contraint à l'autocensure. Ça veut dire que vous vous retirez. Et il y a certains universitaires qui ont eu à faire ça. Beaucoup ont eu à faire ça. Vous avez vu comment mon ami, c'est mon ami, hein, Luison Essomba. Professeur Luison Essomba, actuellement professeur, il était docteur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré des médias. Et où j'ai l'autre le jury, il était fier que finalement il est devenu professeur. Non, on ne doit pas contraindre les Camerounais. Si vous méritez, on vous donne. Si vous ne méritez pas, on vous laisse au quartier. Ça veut dire je dépose mon dossier. Si vous sentez qu'il y a plus fort que moi, mais on me laisse au quartier. Qu'est-ce qu'il y a à venir me dire qu'il faut d'abord vraiment, si vous pouvez d'abord quitter même pendant un an là, on va d'abord voir. Non. C'est en fait, ça sont des frustrations qui font que à un moment donné, le peuple étouffe. Certains étouffent. Seulement, ils n'ont pas souvent la force de pouvoir réagir comme nous. Parce que l'environnement est très brutal. Moi, je ne conseillerais pas à un citoyen qui n'a pas des arrières un peu, donc minimalement protégé de s'engager dans des confrontations similaires à celles que nous menons aujourd'hui. Ça se construit. Oui, donc il faut qu'ils se mettent dans cette dynamique-là. Ça veut dire que ça doit se construire. Voilà. Donc pour vous faire savoir que le problème qu'on a aujourd'hui, que les Camerounais, nous les en bas d'en bas, on a contre le système en place, c'est le fait qu'ils ne créent pas les conditions qui puissent nous permettre d'avoir équitablement accès à ce qui nous revient à nous tous. On lance le concours de l'ENAM. On vous dit parce que vous êtes de tels... votre ethnie n'est un genre. On vous dit votre ethnie est un genre. Un genre, comment? Quittez. On vous dit votre père, vous n'avez pas posé l'argent. Est-ce qu'il y a eu des 4 millions qu'on a eu à demander? Et on vous met de côté. Un enfant qui a passé pratiquement 7 mois en train de faire les prépas, concours et quoi. Parfois il est même major. Voilà, il est major et vous mettez cet enfant de côté. Ou alors l'enfant en train de se balader à l'ENAM. Ça c'est juste un exemple. Et puis ils trouvent leurs copies, les copies de leur promotion. Non pas les copies de leur promotion de ceux avec qui il avait fait le concours. Les copies sont là entassées, personne n'a corrigé. Nous avons fait comment pour sélectionner ceux qui avaient réussi l'année là? Si les copies n'ont pas été corrigées, ça frustre. Vous pouvez pousser les enfants au suicide pour rien. Et donc c'est peut-être cette frustration-là qui fait qu'en 2025, précisément à partir de 2024, on a constaté une déferlante, un sursaut républicain des Camerounais pour les inscriptions sur les listes électorales. On a vu beaucoup de Camerounais se sont lancés dans ce processus d'inscription sur les listes électorales, docteur, et on se demande, est-ce que cette inscription massive des Camerounais depuis 2024 sur les listes électorales peut faire basculer l'appareil étatique, peut faire basculer l'appareil étatique en 2025 lors des présidentielles? Oui, mais il y a des préalables. Oui, ça peut. Ça peut faire basculer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, on appelle ça comment? Nous avons des signaux
qui nous laisse croire que le système panique et que le système peut céder. Le système peut être vaincu. Oui, nous avons des signaux dans ce sens. Donc il faut qu'on cherche. Je vais revenir par exemple sur le cas de la réhabilitation des inscrits, est injustement exclu par Elecam. N'est-ce pas, tout le monde était convaincu que bon, Elecam, monsieur Sous, c'est le baron des barons, personne ne peut l'inquiéter. Mais après, lui-même, il est revenu seul disant qu'on va intégrer. Donc c'est possible. Mais il y a des préalables. La requête du MRC qui a été tenue en compte par le Conseil constitutionnel, même s'il y a de fortes chances que les recevabilités soient encore mobilisées par je ne sais pas quoi après. On ne sait pas dans le fond et dans la forme, je ne suis pas un juriste. Il y a des préalables, vous dites. Mais il y a des préalables. Les préalables, c'est la défense populaire du vote. C'est un préalable assez important. Le peuple doit protéger son vote. C'est possible. Il y a le fait que le code électoral permet aux électeurs de prendre part au dépouillement dans leurs différents bureaux de vote respectifs à la limite de la capacité du dit bureau. Donc c'est possible. Ok. Et c'est possible que si préalablement il y a des inscriptions massives pour faire partie de ce peuple qui va protéger le vote. Vous ne pouvez pas protéger le vote si vous n'avez pas voté. Vous venez chercher quoi? Si vous n'avez pas pris part au vote, vous n'avez rien à revendiquer. Il faut d'abord vous inscrire pour faire partie de ceux qui peuvent défendre le vote. Il faut maintenant aller voter Et contrôler. pour voir dans quelle mesure défendre votre vote. Parce que si vous n'avez pas voté, vous allez venir défendre quoi? Rien. Et après ça, il faut se rassurer, pour ce qui est côté opposition, d'avoir des surveillants d'abord à vous, les scrutateurs. Aujourd'hui, on annonce près de 32 000 bureaux de vote. Ces 32 000 bureaux de vote, cela suppose ou suggère que si on prend peut-être 4 partis de l'opposition, que chacun de ces partis ait 32 000 scrutateurs. Ça fait chaque bureau de vote 4 scrutateurs de l'opposition. Ce sont eux qui vont maintenant empêcher les présidents de bureau de vote de menacer les électeurs qui viendront prendre part au dépouillement. Oui. Donc il y a ça. Il y a également le fait que l'opposition doit organiser un système de comptabilité numérique des votes. Ça veut dire qu'il doit avoir une plateforme où des représentants agréés des partis politiques, ça veut dire des scrutateurs, vont insérer le fameux PV. Ils filment le PV, ils filment le tableau, ils insèrent. Maintenant, après, rapidement, il faut mettre des statisticiens qui vont faire la comptabilité avant que les CAM ne se prononcent. On a déjà pratiquement... Donc ça peut être possible. Puis c'est possible. Mais comme nous connaissons l'ordre dominant, il faut aussi le dire. C'est un ordre brutal. L'ordre dominant qui est dominé par les fondamentalistes, ils sont brutaux. Une chose est de battre bien. Une autre est de l'enlever. Prendre le pouvoir. C'est ça le problème. Il y a dans les fondamentalistes qui sont aux aguets et qui se préparent, ils travaillent sur cette hypothèse. Vous pensez à quoi, un coup d'État? Non, à une répression violente. On ne peut pas violenter un peuple. Docteur, on va bientôt sortir de l'émission, mais j'aimerais quand même vous poser cette question-là. Alors, lors de la présentation des vœux récemment au président de la République, on a la députée Toumaïn Dandjouya qui s'est rendue auprès de Pobia. Il y a eu un échange d'environ 3 à 5 minutes avec le président de la République. Et de cet échange-là, après cet échange, il y a eu beaucoup de questionnements et elle a tenu à faire un communiqué pour expliquer ce qui a meublé cet échange-là. Et bon, dans ses explications, elle fait savoir que le président de la République dit n'avoir jamais reçu de l'opposition
cette proposition de modification du code électoral, est-ce que vous croyez à la sincérité des propos? Déjà, si ces propos-là sont véritablement de Paul Biya, est-ce que vous croyez à la sincérité de ces propos-là? Bon, accordons une présomption de sincérité aux propos, d'abord. Ça veut dire que Paul Biya nous fait savoir que même à travers les radios et les télévisions, il n'a jamais eu vent du dépôt à la présidence de la République des propositions du code électoral faites par l'opposition. Et ce n'est pas l'opposition de manière triviale, c'est l'opposition dans sa grande maturité, dans sa grande représentativité. Vous avez Kamto, qui était dans le MRC, qui était dans la plateforme. Vous avez le PCRN, Cabral Libi, dans la plateforme. Tomaino Damjoya, dans la plateforme. Je suis aussi dans la plateforme. Kwemo, de l'UMS, de l'UMS, il était également, ça veut dire, voilà, disons, 5 têtes, sans compter les acteurs de la société civile. Et Paul Biya estime que pendant cette période-là, lui, il a mis toutes les radios, il n'a pas eu l'occasion d'entendre quelque chose allant dans ce sens. Parlant de ces 4, de ces 5 personnalités, il a regardé les télévisions. Pendant la période là, on montrait peut-être, c'est pas Kro, Marima ou quoi. Lui, il n'a pas vu ça. Maintenant, il estime qu'au niveau de la présidence de la République, au niveau du courrier, ou encore au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, les gars ont décidé de cacher le document. Ça dit qu'il ne contrôle plus rien. Non, ils l'ont caché, disons, non, il est de bonne foi, disons qu'il est de bonne foi. Oui. On a dit que nous partons sur l'hypothèse selon laquelle il est de bonne foi, donc l'hypothèse de la présomption de sincérité. Donc Paul Biya lui dit que les gars ont caché. Tomaino Damjoya est venu déposer tout un gros document. Les gars du courrier ont pris, ils ont caché. Il a pris le document. Ceux du secrétariat général ont pris le document, ils sont allés cacher. Et lui n'a pas vu. Oui. Ça c'est Paul Biya de bonne foi. Donc, 2 choses. Pendant cette période-là, il entendait tout. Sauf ça. Dans les médias, sauf l'autre là. Et deuxièmement, on peut déposer à la présidence de la République un courrier aussi important, porté par des hommes aussi importants, et que les esprits malveillants arrivent à cacher ça au président de la République. Qu'est-ce qui peut justifier? Maintenant, s'ils peuvent donc cacher ça, oui. La question est simple. Combien de dossiers ont-ils été cachés au président de la République? Et qu'est-ce qu'il fait pour réprimer? Donc il a dit ça, il a tourné le dos, c'est bon. Les gars, ils m'ont caché. Les gars vont cacher le document, c'est bon. Il ne fait aucune promesse que j'irai donc auprès des gars pour leur demander que c'est comment. Il y a un document important qu'on est venu laisser ici, et vous avez caché ça. Non, bien ne dis pas ça. Donc on sait qui. Bien ne se pose pas des questions que mais j'ai quand même avec les qui. C'est qui que j'ai mis au courrier? C'est qui que j'ai mis au niveau du secrétariat général de la présidence de la République? Au point où il parle des dossiers importants de la République, il les cache. Bien ne dit pas ça, il tourne le dos, il fait comme si. Ça c'est Biya dans sa sincérité. Oui, présomption de sincérité. Maintenant, de l'autre côté, on peut estimer que comme il a l'art de tourner toujours la langue, parce que j'ai toujours dit aux amis de l'opposition que pour venir à bout d'un adversaire, il faut reconnaître les forces de l'adversaire. Pas seulement ses faiblesses, les forces de l'adversaire. Paul Biya est un bon orateur. Les choses qu'il fait là, qu'il ne veut pas parler, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas parler. Il sait bien parler. Il sait bien manier la langue de politicien. C'est un rusé. Il est pas à sa place. C'est un rusé. Alors, chacune des communications du président de la République porte une bonne dose de ruse lorsque Paul Biya parle. Et c'est parfois de manière spontanée. Il ne prépare pas, mais de manière naturelle, il fait transparaître la ruse dans ses différentes communications.
suivant cette logique, on peut dire que, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la chronique de l'autre jour sur Equinox Radio, que ça sent une décharge rapide. Donc il a voulu décharger rapidement Tomaino Damjoy en disant que non, vraiment je ne suis pas au courant. Et là c'est bien fait, bon, c'est bon, il part. Mais sinon ça fait quand même, ça questionne quand même. Est-ce que le Cameroun peut continuer avec un président à qui on peut cacher facilement les dossiers? Un président qui n'est pas au courant des actualités les plus fortes de la nation, un président de la République qui n'arrive pas à sanctionner après des révélations, après avoir lui-même fait des confessions sur la mauvaise intention, sur les mauvaises intentions de ses collaborateurs. Ça questionne aussi. Est-ce qu'on va donc continuer? Mais pour dire simple, oui, Cyril, ça c'était juste pour faire dans la langue de bois. Moi je suis convaincu, je reste convaincu que Paul Biya ne tient plus réellement les manettes de l'État du Cameroun. Ça c'est votre mot? Oui, ça je dis que je suis convaincu qu'il ne tient plus réellement et pleinement les rênes de notre pays. Ce sont les héritiers à qui il a donné les délégations de signatures qui sont transformées en délégations de pouvoir. Ce sont également ces clans qui prennent la République en otage et qui décident de se régler les comptes de manière anarchique et obscène devant le peuple camerounais. Et le peuple camerounais observe. Ça veut dire que les gens sont fiers, ils sont assis là devant la télé. On dit, oh vraiment, vous voyez le camp Gongo, le camp Motazé, et puis on prend ça comme c'est une raillerie. Pourtant les gens jouent avec notre avenir, avec notre destin, avec nos vies. Les gens sont là, non vraiment, vous voyez, le grand réseau est fort, il n'y a pas, mon frère, ça nous rapporte quoi? Ce n'est pas un labyrinthe. Je pense que Gongo va laisser. Oui, vous pensez vraiment que Gongo, et ils finissent de parler comme ça, ils éteignent la télé, ils dorment lentement, ils sont tranquilles. Ça leur dit absolument rien. Donc, pour dire aussi que, si j'avais, avec votre permission, que le peuple camerounais, d'une manière ou d'une autre, est responsable de ce qui lui arrive. La désinvolture politique, la sous-traitance politique, le manque d'esprit de sacrifice politique. Ça veut dire que vous avez des individus, ils partent dans un établissement, on leur dit, bon, l'APE c'est désormais, ce n'est plus de 3 000 francs, c'est désormais 15 000. Ils rentrent, ils vous disent que, bon, vraiment, moi je ne vois pas Paul Biya dedans, hein, parce que pour moi c'est le proviseur. Qui a nommé le proviseur? C'est Nalova Nyonga. Qui a nommé Nalova? C'est Paul Biya. Mais les gens ils vous disent que non, vraiment, allez avec vos histoires des opposants là-bas, c'est juste un problème d'APE. Il y a d'autres qui vous disent que bon, tu vois, docteur, je suis d'accord avec tout ce que vous dites souvent là. Seulement que nous, bon, on n'a pas le courage, on ne veut pas parler et tout. Est-ce que je suis un surhomme? Je ne suis pas un surhomme. Est-ce que j'ai une protection? Je ne suis protégé par personne. Quand j'ai eu mon problème d'enlèvement, tentative d'enlèvement à Douala, n'est-ce pas, j'ai géré ce problème-là seul. Je gère seul, il n'y a pas des gens derrière moi qui vont venir me dire que bon, docteur, on fait ceci. Non, c'est moi qui ai pris mon dossier, le poser au niveau international, au niveau des ambassades, au niveau même du gouvernement, jusqu'à ce que le ministre Betty Assomo, le ministre de la Défense, a inscrit une enquête qui est conduite actuellement sur le terrain par le gouverneur Iva Dibois. C'est moi-même qui porte mon dossier. Je n'ai personne. J'ai quasiment un seul parent, c'est ma mère. Elle touchait 47 000 francs en tant que directrice d'école. À sa retraite, dans son départ à la retraite, elle touchait 60 000 francs. Et aujourd'hui, là, elle est assise au village, elle ne fait absolument rien. Donc il n'y a personne derrière moi, je n'ai pas un oncle, je n'ai aucun oncle, aucune tante qui connaît même Yaoundé, qui a eu à vivre à Yaoundé. Ça veut dire que tous sont au village, ça veut dire mon grand-père a eu 9 enfants, aucun n'a eu vraiment cette réflexion-là, nous sommes à 40 km de Yaoundé. Il n'a eu cette réflexion-là ou ce réflexe de venir même s'installer à Yaoundé. Donc pour vous dire que je suis pratiquement un singleton. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à Yaoundé, qui n'a personne à Yaoundé. Mais on est obligé, en tant que fils d'en bas, de se dire que non, les gars veulent laisser leurs enfants, ils les positionnent déjà, gouverneur, préfet et tout. Mais ces gars, ce sont nos camarades de classe. Quand on était au lycée, ils ne pouvaient pas nous parler fort.
Quand on était en fac, ils ne pouvaient pas nous parler fort. En termes de Hemley même, ils ne peuvent pas. Il y a certains que vous invitez. Vous les invitez sur ce plateau. Après 2 questions, ils commencent à pleurer seuls. Il n'y a pas le Hemley. Nous, on a donc ça. Mais comment se fait-il qu'on va nous mettre des bébés, des enfants qui ont été nourris continuellement au biberon jusqu'à l'âge adulte? Ces enfants-là vont venir maintenant menacer ceux qui ont été nourris au grain de maïs sec. C'est impossible. Donc c'est un combat d'abord personnel. Il faut que les Camerounais le sachent. Ils vont dire non, Kamtoba vraiment, non, Kamtoba fait. Vous faites quoi pour que Kamtoba arrive au pouvoir? Exactement. Il y a ceux qui viennent là et vous disent que non, vraiment, on est dessus de l'opposition. On est vraiment dessus, vous êtes dessus, vous avez mis quoi dedans? Vous n'avez rien mis, ne demandez les comptes à personne. Ce sont ceux qui ont eu à miser, qui ont des comptes, qui ont cette légitimité d'exiger les comptes. Donc pour dire aux Camerounais que l'affaire, ce n'est pas l'affaire du changement, ce n'est pas forcément le départ de Paul Biya. Hein. C'est juste que par exemple Paul Biya fait partie du mal. Ça veut dire donc de la cause de nos problèmes. Et après, oui, mais sinon, selon moi, hein, le changement, c'est 2 choses. Soit ceux qui sont là changent. S'ils changent, est-ce que nous serons encore là pour venir parler? On ne va plus parler, tout est ok, c'est bon. Si Biyabi fait 100 ans au pouvoir, ce n'est plus notre problème. Notre problème, c'est le changement, qu'il y ait amélioration du niveau de vie des Camerounais, que ceux qui reviennent aux Camerounais leur soient remis. C'est tout. Maintenant, si le peuple ne pas le faire, si le peuple ne pas changer, on les change. Dernière question donc pour sortir de cette émission, dernière question. 2025, il y aura des élections présidentielles. Comme certains disent, on ne sait peut-être pas quand, mais on sait que c'est en septembre normalement, et ça peut être avant. La question que je voulais vous poser, c'est docteur, est-ce que vous avez le meilleur risque pour vous, à côté de Paul Biya, dans l'opposition, le meilleur risque pour vous, qui est politologue, quand vous regardez la scène politique, qui est le meilleur risque pour vous? Vous avez voulu commencer par l'ogre dominant. L'ogre dominant, j'avais une terrible affection pour lui, Paul Motazé. Après, une terrible affection à l'endroit du Premier ministre Diongouté. Après, je me suis rendu compte que c'est compliqué. Comment ça, c'est compliqué? C'est compliqué parce que ils ne sont pas assez convaincants. Minimalement, ils ne sont pas minimalement convaincants. Ce sont des gens, ils appartiennent à l'ogre. Ils sont légers politiquement? Pas qu'ils sont légers, ils sont des gens conflictogènes. Certains sont mous. Joseph Betty Assomo? Joseph Betty Assomo, oui, c'est une personnalité. Oui, côté ogre dominant, oui. Voilà, c'est une personnalité qui peut quand même, qui fait la différence à son niveau. Plusieurs fois le président, est-ce que ça peut? Oui, c'est peut-être déjà la petite fumée? Oui, c'est quelqu'un, mais seulement les fondamentalistes ne peuvent pas le blesser. Les fondamentalistes sont trop violents. Ils auront besoin d'un fondamentaliste. Parce qu'un tempérant modéré comme Betty Assomo, c'est leur mort. Président de la République, ils sont morts. Ah bon? Il va les défaire rapidement. Bon, maintenant, côté opposition, vous savez, beaucoup m'ont toujours prêté une certaine proximité avec le MRC. Ils m'ont toujours... Avant de vous prononcer, je rappelle que le professeur Baïbek a annoncé sa candidature. Bon, par exemple, il a été choisi par l'UPC récemment et Chabafoussam lors d'un vote. Non, vous savez, moi j'ai la chance que je connais l'espace médiatique depuis, ça fait combien d'années aujourd'hui? Disons 2008. Oui, 2008, 2025, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement... bon, ça fait 10 plus 7, ça veut dire pratiquement sensiblement 23 ans. 20 ans, disons, 20 ans. À peu près, ou 17 ans. Disons 17 ans que je suis dans l'espace médiatique. Et tous ceux avec qui j'ai eu à cheminer maîtrisent mon franc-parler. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je pense parce que vous allez m'étiqueter plus tard. Je l'ai toujours dit, même à l'occasion de mon invitation à l'émission La Reine à Canal 2, j'avais dit le meilleur risque, en attendant qu'on ait une alternative, c'est le MRC et surtout le président de ce parti,
le professeur Maurice Kamto. Et c'est sur la base des éléments purement objectifs. Ce ne sont pas des incantations. Lesquels? Le premier élément objectif, c'est l'occupation territoriale. Quel est le parti de l'opposition le plus implanté ici au Cameroun actuellement, au Cameroun et à l'extérieur? C'est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Quel est le parti qui totalise aujourd'hui plus de militants dans l'opposition? C'est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Quel est le parti le plus structuré actuellement au Cameroun dans l'opposition? C'est le Mouvement pour la Renaissance. Quel est le parti le plus redouté au Cameroun? Ça veut dire que les autres peuvent dire qu'ils vont organiser, je ne sais pas quoi, une réunion ici à Bafoussam, on va laisser. Mais dès que vous prononcez non MRC, c'est tout le monde, c'est le système sécuritaire qui est en branle, le système administratif et politique qui est en ébullition, tout le monde est en transe. C'est aussi ça, juger la force d'un parti. Lorsque les gens me disent souvent non, vous voyez, ils n'ont pas de députés, il n'y a pas d'élus. La redoutabilité d'un parti ne se mesure pas en fonction de son nombre d'élus. Vous pouvez avoir 1000 élus, mais vous ne représentez rien. Le problème, c'est la redoutabilité. Maintenant, le professeur Maurice Kamto lui-même, est-ce qu'il y a vraiment sur tous les plans, sur tous les plans, sur le plan managérial, il a été ministre, tout le monde voit. Si ces gens, je le continue de le dire, quand il y a eu l'affaire du code pénal avec Brent Cross Consulting, on a dit que le professeur Maurice Kamto avait gagné ses 12 milliards dans l'affaire et tout. Vous pensez que si on a pu attraper certains du régime des barons comme Arafa Amidou Yaya sur la base des situations moins légères que celles qu'on attribue aujourd'hui au professeur Maurice Kamto, il ne serait pas en prison depuis. Il sera en prison depuis. Ce sont des boules puantes qu'on lance comme ça juste pour décrédibiliser. Il est rentré de là, s'il avait quelque chose, on l'aurait déjà récupéré. Et deuxièmement, au niveau du leadership charismatique, il a démontré ces dernières années qu'il peut porter la cause et qu'il est prêt à prendre certains coups pour la cause. On va dire non, la prison, des gens ont fait ceci. Non, pour faire la prison, c'est une forme de don de soi. Parce que les enfants qui sont allés marcher, qui ont eu à marcher là, ils ne marchaient pas pour devenir ministre. Pas du tout. Ils ne marchaient pas pour devenir député. Ils marchaient parce qu'ils ont une impression d'un Cameroun totalement en lambeaux, déstructuré par des esprits malveillants. On est également qui est un bon docteur. Vous savez, je ne vais pas me prononcer, je me refuse parce que après il y aura des captures, il aura l'impression que c'est un acharnement. Vous avez dit que vous parlez. J'ai donné des éléments objectifs. Maintenant, faites la transposition vous-même, parce que vous m'avez demandé des éléments objectifs, non? Bien évidemment. Maintenant, demandez à Keremouna s'il revendique ces éléments objectifs, s'il totalise ces éléments objectifs. Demandez aux autres, surtout ceux qui parlent seulement à YouTube et à Facebook. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à constater cela. Vous vous baladez comme ça sur TikTok, vous tombez sur quelqu'un qui parle de seul, il va changer le Cameroun. Il n'a que 2 vues, 3 vues. Il dit vraiment, lui, il a une vision, il a fait Harvard. C'est beaucoup plus des gars qui sont là-bas en diaspora, qui nous prennent souvent comme des petits cons. Donc pour eux, le Cameroun, c'est encore un environnement politiquement enclavé où ils vont apparaître comme ça, comme des petits messies. Ils ont volé, je ne sais pas trop, le feu à Harvard. Ils vont venir allumer ça ici pour déclencher le changement. Non! Des saisonniers politiques, des hirondelles politiques, des gars qui font l'école buissonnière. Ça veut dire que pendant l'intersaison électorale 2018-2025, ils étaient dans les buissons. Après, ils sortent comme ça, on ne sait pas d'où ils étaient. Ils commencent à vous dire que non, vraiment, nous on doit changer le Cameroun, nous on doit faire ceci et cela. Tu demandes que mon frère, certains n'ont même pas la possibilité de pouvoir donner, de pouvoir payer une caution même de 5 millions pour de 30 millions. Il faut que le peuple soit vigilant en 2025. Ces hirondelles politiques-là, ces charlatans, ces politiciens du Hilton, vous connaissez les politiciens du Hilton? Pas du tout.
les mecs qui se limitent uniquement aux conférences de presse, aux grandes interviews. Ça veut dire, t'appelles Cyril, bon, calme-toi là, je vais avec le député à Bayangam. Calme une interview là, il sort seulement, un type qui commence à vous raconter comment il va changer tout Bayangam et tout ça, mon frère, tu sors d'où d'abord? On ne le connaît pas. Ce sont des opposants du Hilton. Ils font les Photoshop matin, midi, soir avec les nœuds papillons. Docteur, vous avez un t-shirt qui parle plus de ce que je vais vous poser comme question. Votre t-shirt appelle à l'inscription sur les électorales. À quel niveau se trouve votre campagne? Parce que j'ai vu que vous avez acheté un très gros baf récemment. Ah oui. Vous êtes dans quelle région? Bon, déjà il faut rappeler que c'est une initiative citoyenne individuelle pensée en mars 2024 pour accompagner l'opposition et les autres forces du changement dans la mobilisation en faveur des inscriptions sur les listes électorales. Je me suis dit, bavarder dans les médias, c'est une bonne chose. Venir sur les plateaux, donner des leçons, mais c'est aussi bien d'aller aussi sur le terrain. Et la société civile a un rôle très important dans les dynamiques politiques. Chez nous, la société civile, ce sont des gars qui organisent juste des petits séminaires de formation pour monter les communiqués. C'est bon, ils ne sont pas sur le terrain. La société civile fait la politique, mais ils font de la parapolitique. Ils ne sont pas des politiciens, mais ils sont des parapoliticiens. Ça veut dire la politique parallèle. La société civile bat campagne. Mais sa campagne, c'est pour défendre l'intérêt de la société. Ça veut dire qu'à l'occasion des élections 2025, on peut se dire, non pas campagne pour amener les Camerounais à faire des bons choix, sans se prononcer. D'accord. Voilà. Donc je me suis dit, il faut s'engager. Et comme à l'occasion, à cette période-là, le ministre de l'administration territoriale avait interdit la sensibilisation du MRC, en disant que c'est du harcèlement, je me suis dit, on peut penser à notre modèle de harcèlement. Ce harcèlement revient à mettre un message fort sur le t-shirt. Et puis, le tour est joué. C'est lui qui a ce t-shirt en entreprise, qui appelle à l'inscription, aux inscriptions. Forcément, ses collègues vont lire ça toute la journée. Ils vont comprendre le message. Oui. De manière désinvolue, il entre dans une poissonnerie, tout le monde va le regarder et le message va passer. Et c'est plus porteur que d'aller maison par maison pour dire aux gens, allez vous inscrire. Non, vous portez votre t-shirt de manière désintéressée, vous n'avez demandé à personne non de le lire, mais c'est lui qui le lit, tant mieux. Et c'est bien pour nous. Donc on a commencé d'abord par les challenges dans les 10 régions du Cameroun, dans les 8 régions. Même comme en zone anglophone, il y a eu des challenges, mais on ne les avait pas publiés parce qu'on voulait protéger les challengers. Ça veut dire ceux qui avaient fait des photos avec les t-shirts portant ce message de sensibilisation. On a donc fait cela pendant 4 mois. Et certains vont me demander où est-ce que je prenais l'argent pour avoir les t-shirts. Non, j'avais commencé avec 40 t-shirts, mes propres fonds. Après, il y a eu ceux qui ont commencé à faire les dons. Ça veut dire que quelqu'un dit, donc, comme moi je ne vends pas, moi je ne vends pas le t-shirt. Vous passez votre commande et vous attendez que l'imprimeur, que l'infographe, donc l'imprimeur imprime, il envoie, le sérigraphe, voilà, imprime et vous l'envoie. Maintenant, ce que moi je supportais, c'était les frais d'envoi. Ça veut dire que si quelqu'un est à Bafan, je pouvais aller à Général, bon, ça, je ne vais pas faire la publicité, je pouvais aller à une agence et puis expédier à mes frais. Maintenant, cette fois-ci, j'ai décidé moi-même d'aller sur le terrain. Ça veut dire que les gens ne font plus le challenge. Bon, c'était vrai, je partais souvent faire les challenges, mais je me suis dit cette fois-ci, je dois faire les challenges. Je vais mettre maintenant mon image, mon nom, ma personnalité pour aller booster ceux qui font dans les inscriptions au niveau des localités, aller mener certaines opérations de sensibilisation avec eux et aussi aller rencontrer les autres acteurs et les en bas d'en bas pour leur dire nous devons sensibiliser davantage, nous devons amener les Camerounais à s'inscrire. Donc j'ai décidé
d'aller sur le terrain avec maintenant un autre slogan qu'on a ajouté. Donc il y a inscrivons-nous d'abord. Le d'abord c'était pour taire rapidement le débat autour de la pertinence de la participation aux élections, ceux qui estimaient que les élections sont bâclées, Paul Biya va encore gagner, on va encore voter, qui je disais allez d'abord vous inscrire, au moment venu vous allez vous décider. Oui. Donc il y a inscrivons-nous d'abord qui a été maintenu. Maintenant ta carte tu l'as, qui est désormais le message le plus dominant. Et j'irai donc dans les 10 régions du Cameroun. Je vais choisir les départements et les localités pour aller amener les en bas à s'inscrire, encourager les acteurs locaux, rencontrer les autorités administratives et traditionnelles et religieuses pour plus d'engagement dans ces opérations. On espère que Kondiok fera partie des autres choix de Bon, il y a le choix qui peut être aléatoire, mais il y a également le choix bien pensé, et ce choix bien pensé doit découler d'une envie de certains qui vont nous amener dans certaines localités. Ça signifie simplement que s'il y a peut-être un engagé, un jeune engagé, comme vous le dites là, en Kondiok, et que vous estimez qu'on peut rencontrer un certain nombre de personnes, il faut aussi faire un déplacement à vide. Si on peut arriver en Kondiok, moi je n'ai pas un problème. D'ailleurs que dans mes itinéraires, je n'ai pas prévu aller dormir dans un hôtel parce que je n'ai pas de l'argent. Moi, je vais aller dormir chez les gens. Ça veut dire que si vous êtes à Bafang, je ne sais pas, à Bafang, Banka, Bacho, si vous estimez que vous avez une communauté de jeunes avec qui on peut échanger de manière informelle, je fais mon déplacement, je paye mon transport. S'il y a des gadgets, on peut les partager ensemble. Et après, maintenant, c'est à vous de rentabiliser cette présence-là dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. Et je rappelle à nouveau que, contrairement à ce que certains peuvent penser, pour moi, c'est une activité altruiste. Oui, le combat que je mène, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un intérêt derrière. Je ne serai candidat à rien. La société civile est même souvent, les acteurs de la société civile, moi je l'ai toujours dit à Cyril, je suis aujourd'hui, ma voix porte aujourd'hui, en tout cas ma voix est aujourd'hui plus importante que celle de plusieurs leaders de partis politiques. C'est vrai. Le Cameroun a 368 partis politiques, je ne sais pas si, disons, il y a peut-être 15 qui peuvent avoir, donc de l'opposition, ils peuvent avoir une voix qui porte comme la mienne. C'est très vrai. Oui, voilà. Donc on n'a pas besoin, moi je n'ai pas besoin d'être élu pour pouvoir faire entendre ma voix ou pour entrer dans certains cercles, non. Et c'est possible pour tous ceux qui ne veulent pas s'engager dans la politique, qu'ils s'engagent dans la société civile. Merci. Voilà, Dr Simono, c'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau avec cet échange. C'est un grand plaisir que nous avons eu pour cette émission spéciale. Nous vous disons merci de nous avoir accordé votre temps. Merci Cyril, merci une fois de plus pour cette opportunité que vous m'avez offert de discuter avec les en bas via la magie de vos ondes. Je serai ravi d'être toujours de vôtres à chaque fois que l'opportunité se présentera, c'est-à-dire chaque fois que je me retrouverai dans les encablures de Bafoussam. C'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai à vos invitations. Merci. Voilà, c'était donc Dr Aristide Mono pour le grand soir de ce jeudi. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir écoutés sur la 98.4 et sur les différents câbles distributeurs. Le grand soir stop et fin. Portez-vous bien, rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition. Bonsoir. Retrouvez au grand soir tous les jeudis sur Tropical FM avec Cyril de Fauboussi entre 17h30 et 19h.